Bonjour Sophie et Arthur, content que vous soyez enfin à Lille pour ce petit projet, cette interview. Je tiens à rappeler que cette interview s'inscrit dans le cadre d'un projet perso qui s'appelle Distanciation sociale, où on opère des interviews post et in-Covid depuis le début de la crise, des interviews d'experts, de médecins, d'artistes, de restaurateurs et d'entrepreneurs. C'est pour ça que vous êtes là. Vous vous présentez un peu rapidement ? Sophie Noël, je co-dirige une agence de communication qui s'appelle Even. Arthur Canas, et je co-dirige une agence de communication qui s'appelle Even avec Sophie. On se connaît depuis longtemps maintenant, je travaille avec vous, vous dirigez la boîte. Pourquoi avoir accepté cette interview ? Parce que déjà on t'aime bien, et puis ensuite parce que le projet est intéressant et que les questions que tu nous as fait passer montraient que, je sais pas, tu avais mis du cœur à l'ouvrage et donc ça nous a donné envie. Ok, super. Vous communiquez plus, j'ai l'impression, depuis quelques années comme dirigeant. On n'avait pas trop l'habitude de vous voir communiquer, prendre la parole à l'extérieur, hors relation client, bien entendu. J'ai vu qu'Arthur était sur pas mal de plateaux ces derniers temps. Vous avez pris en maturité. Vous avez besoin de défendre plus qu'avant ? C'est Sophie qui m'oblige. Non, mais si, je l'oblige. Je pense que c'est important quand on est communicant de communiquer aussi sur l'agence, ce qu'on fait. C'est pas une période facile, donc c'est aussi un moment où c'est important de parler un peu plus. Vous êtes plus incisif en ce moment ? Vous voulez plus prendre position dans vos prises de parole sur différents médias, différents supports ? Je ne sais pas si on est plus incisif, mais Sophie, elle a maintenant des responsabilités au sein de syndicats d'agences, donc ça lui offre des pistes de réflexion plus globales et peut-être du coup plus incisives. Et en ce qui me concerne, non, c'est juste de prendre du recul sur le métier qu'on fait de manière régulière et de signaler les possibilités d'évolution quand elles se présentent. Ok, bon allez, on va rentrer dans le sujet. Donc là, on va parler un peu généralité, Even, la crise, et puis gérer une grosse boîte en fait dans une crise. Qu'est-ce qui a changé cette merde de virus dans votre manière de manager une boîte de 80 personnes ? Est-ce que les prios ont changé ? Enfin, je veux dire au sein d'Even, au sein d'une grosse boîte. Forcément, quand il y a une crise de ce type-là, sans précédent, que personne ne connaît, ça implique quand même un minimum de choses. Un, qu'il y a une dimension santé, donc le travail se mélange avec la dimension santé, donc forcément, la priorité, bien sûr, c'est de continuer à pouvoir payer des salaires, mais la priorité, c'est avant tout de préserver la santé des salariés au sein de la boîte. On a quand même de facto une responsabilité à ce niveau. Et puis, plus généralement, un bien-être, enfin le mot est un peu valise, mais faire en sorte qu'au-delà de la santé, ce stress qui nous touche tous depuis 2 ans, on arrive à composer avec dans un métier qui est déjà très stressant. Donc c'est une couche de stress de plus et donc forcément, il faut en tenir compte. Et bon, allez, détendons un petit peu l'atmosphère. C'est peut-être une question pour Arthur. Chez Even, dans les relations avec les clients, depuis 2 ans, depuis cette crise, il y a des trucs rigolos ou absurdes qui se sont passés depuis le début de cette crise. Vous avez des anecdotes ? Non, je ne sais pas s'il y a des trucs rigolos qui se sont passés, mais en tout cas, pour revenir sur ce que Sophie disait et ta question précédente, je pense que nous, notre job, c'est de gérer des aléas. De faire avancer une entreprise et des gens et de faire progresser des talents en affrontant des aléas. Et cette pandémie a créé un aléa supplémentaire et je trouve que la question que ça a posée, principale, c'est la signification de la présence dans une agence de communication. Donc qu'est-ce que la présence ? Qu'est-ce que la distance ? Et comment on gère cet aléa-là pour continuer de performer
à la fois d'un point de vue business, mais aussi et surtout d'un point de vue humain avec les équipes. Donc non, pas d'anecdotes hyper drôles, plutôt moi des anecdotes moins drôles avec des gens qui ont été vraiment malheureux à distance, et ça m'a quand même bien surpris. C'est vrai que c'était pas très rigolo. Juste une petite question côté perso. Parlons clair. Vous avez 4 enfants, plus cette grosse boîte à gérer. Vous souvenez de l'annonce du premier confinement? Vous en avez chié? Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je sais plus te dire ce qu'on faisait, mais moi je me souviens qu'on a regardé ça dans le salon en famille. Et puis que oui, tu avais un côté un peu sidération de te dire mais c'est un truc de dingue, c'est un peu historique. Moi, c'est surtout ça que je retiens et dont je me souviens, c'est la conscience de vivre un truc historique que nos petits-enfants liront dans les manuels d'histoire. Un truc dingue. C'est plus difficile que d'autres crises qu'a pu traverser Evan. C'est pas la première crise que Evan traverse. En plus, là, c'est une crise qui dure. En général, les crises, elles ne durent pas. Là, ça fait 2 ans en fait, qu'on est dedans. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est pareil que d'autres crises à gérer quand on dirige une boîte? Je pense que Evan a eu la chance d'être épargné, ou plus épargné que d'autres d'un point de vue économique déjà. Donc pour nous, ça n'a pas été une crise économique. Certes, il y a eu des aléas, du stress, de la prudence, mais disons que le digital en général a été épargné. Donc non, je ne pense pas que c'est la crise la plus difficile que Evan ait traversée. Maintenant, elle est vraiment nouvelle et elle a mis en scène des paramètres qu'on n'avait jamais eu à traiter jusqu'ici et voilà, et qui la rendent très particulière, notamment le fait que les boîtes de notre taille, donc 70-80 personnes, doivent continuer d'exister en tant qu'entreprise, c'est-à-dire de projets communs, alors même que les gens passent à distance du jour au lendemain. Ce qui n'est pas très grave pour les gens qui travaillent avec nous depuis longtemps, dont tu fais partie, mais ce qui est plus embêtant pour les gens qui nous rejoignent à ce moment-là et qui doivent adhérer à un projet. Et justement, sur l'orga du travail, Evan, comme toutes les boîtes, on est passé plus ou moins à fond sous statut télétravail. Tous les métiers sont désormais ouverts à cette pratique qui a été imposée. Tout le monde a progressé en la matière, parce qu'au début, c'était compliqué. Maintenant, tout le monde est à niveau. Justement, comment on organise une agence de pub Next Generation avec du télétravail? C'est possible ou pas? Bon, déjà, moi, je dois dire que d'un point de vue philosophique et théorique, au départ, et même avant que la crise existe, j'étais assez intéressé par une entreprise possiblement dans le cloud ou à distance, parce que ça fait tomber certaines limites, comme par exemple attirer des talents qui ne sont pas forcément géographiquement proches de vous. Et donc, à Evan, on avait déjà un petit peu de gens qui étaient en télétravail, dont tu faisais partie. On a eu une fois même des gens en Martinique, ou voilà, quelle que soit la région. Donc, d'un point de vue intellectuel, c'est intéressant de se dire qu'une entreprise peut performer en n'étant pas tous rassemblés au même endroit, et même, elle se doit de réussir. Alors, si on a des ambitions internationales, si on a des ambitions de réseau, sans que la distance vienne fragiliser tout ça. Ce que nous, on a appris avec cette crise, c'est que tout n'était pas tout rose dans le monde du distanciel, même si on est une entreprise plus techno que d'autres, avec des outils, etc. Et je reviens sur le fait que tout le monde n'a pas vécu le travail à distance comme une bénédiction. Et donc, on a eu des salariés qui n'étaient pas dans des conditions formidables pour télétravailler. Et du coup, ça a remis en cause un petit peu notre vision, où à partir du premier confinement, on s'était dit super, on va faire du full cloud, on va lancer cette vision-là. Finalement, en plus, on s'appelle Evan, alors pourquoi pas rester dans les nuages? Mais à la fin du premier confinement, et vu l'état de détresse de certains des collaborateurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on joue notre rôle de manager et qu'on compense. Et voilà, qu'il y avait des limites au télétravail à tout va. Voilà. Au-delà des réglementations et des différents avis du MEDEF qui contrôlent quand même la position des grosses boîtes aujourd'hui, c'est quoi vos visions sur l'organisation d'un travail de service comme le nôtre
sur les 3, 5, 10 prochaines années? On en parlera un petit peu après, mais est-ce qu'on va tous se retrouver en visio dans le métaverse dans 10 ans? Je pense qu'encore une fois, il va y avoir un mix plus qu'on avait un petit peu chez nous, mais un mix plus équilibré entre la distance et la présence. Probablement qu'il faudra faire des choix, si je mets de côté le virus, faire des choix différenciés en fonction de l'historique dans la boîte. Par exemple, si tu viens juste d'arriver, il vaudra mieux faire pas mal de présence pour t'habituer à la culture, mais encore faut-il que tu fasses cette présence avec d'autres gens anciens qui soient présents aussi. Parce que si toi tu es tout seul au bureau, comme tu es jeune, et que tu as tous les seniors qui sont à distance, c'est pas possible. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir à tout ça d'un point de vue culture d'entreprise, compréhension de la manière de fonctionner de l'entreprise et service client. Donc moi je vois pas le télétravail ou le distanciel comme un truc, une crise de confiance envers les salariés ou comme quoi quand on n'est pas au bureau on travaille moins, ce qui est archi faux et on le sait. Mais voilà, c'est un paramètre de liberté à gérer pour les gens qui aiment bien, pour certains quand ils sont dans de bonnes conditions, travailler de chez eux. Des fois on est plus performant à la maison. Et voilà, et de peser ça par rapport aux besoins des clients, aux besoins du projet de l'entreprise et aux besoins de certaines personnes. Les juniors qui doivent être au contact des seniors pour progresser. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais rajouter que une entreprise, c'est quand même un projet. Il y a quand même un projet d'entreprise et que bien sûr, on peut tous travailler à distance tout le temps. Et c'est possible, les gens sont productifs à distance, il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, une entreprise, c'est aussi un objet de relation sociale. Et moi, je pense que si demain, on est tous dans le métaverse ou on est tous tout le temps à distance, il y a quand même un sujet d'absence de relation. Nous, on s'est rencontrés au boulot. Je ne dis pas que l'entreprise, c'est aussi un endroit de relations matrimoniales, hein, mais il y a des amitiés qui se créent, il peut y avoir même plus qui se créent, et c'est quand même dommage si demain, il n'y a plus ça, quoi. Ok. Je pense que celle-là, elle est pour Arthur. C'est un peu métaphysique, philosophique. Est-ce qu'on est plus créatif quand c'est la crise? D'un point de vue réflexion, il y a plusieurs choses. Pendant le premier confinement, la publicité ne s'est pas arrêtée. Donc la communication de certaines boîtes ne s'est pas arrêtée du tout. Et elles ont fait le bon choix de continuer de communiquer alors que le monde s'arrêtait autour d'elles. Elles ont toutes communiqué en intégrant le confinement. On a vu des masques apparaître dans les publicités, on a vu beaucoup de choses faites à la maison, même des pubs faites à la maison. Donc chacun a dû être créatif, si on peut dire, dans les moyens qu'on avait à l'époque pour créer des projets ou aller au bout de campagnes tout en étant chacun chez soi, y compris les partenaires, la prod, etc. Premièrement. Deuxièmement, on a tous intégré la réalité du confinement et les insights nouveaux du fait d'être confiné chez soi et des nouvelles manières de penser et des bienfaits et des méfaits du fait de rester chez soi. Donc, est-ce que ça a obligé à être plus créatif? Je ne sais pas, parce que quand on voit toutes les campagnes qui sont sorties à ce moment-là, quand même, elles se ressemblent toutes. Donc tout le monde a fait attention à faire du do-it-yourself et du à la maison. Tout le monde a fait comment dire, il y a eu beaucoup de campagnes en mode mosaïque type Zoom ou Teams, etc. Tout le monde a pris en compte les bons et les bons et les mauvais côtés du confinement avec les enfants qui arrivent dans les visios, etc. Donc à la fin, est-ce que c'était plus créatif? Je ne sais pas, je pense que c'était le reflet du moment et voilà. Et est-ce que ça oblige à être plus créatif? Je ne sais pas, parce que pour le coup, ça c'était l'autre question, c'est que la créativité, c'est quand même l'art de connecter des choses qui n'ont rien à voir. Et ça se fait vraiment en échangeant les uns avec les autres, de manière aussi informelle. Et le travail à distance qui était rythmé par des rendez-vous productifs en Zoom n'a pas permis les échanges informels qui peuvent naturellement générer de la créativité, échanger des sujets, des points de vue, des anecdotes, des histoires, etc. Donc je pense que pour la créativité, la distance n'est pas la meilleure chose. Ouais, c'était ma vision, c'était plus du style Baudelaire, qui a dû se faire mal pour écrire, c'est-à-dire
pour créer, souvent, l'artiste maudit, etc., a besoin d'être dans des situations un peu négatives qui le poussent à aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est un petit peu loin de notre métier et de notre sujet aujourd'hui. Les marques, est-ce qu'elles ont évolué en fait depuis cette crise, hein, au début de la crise, tout le monde devenait écolo, on n'allait plus prendre l'avion, tout le monde prenait des bonnes résolutions. Est-ce que les marques se sont bougées depuis 2 ans? Est-ce qu'elles ont vraiment changé, j'ai envie de dire, en bien, un petit peu? Moi, j'ai pas tellement vu d'évolution. On a vu un peu au début de la crise, avec les marques avec lesquelles on travaille, avec nos clients, un peu un esprit de panique qui était légitime à ce moment-là, mais de savoir comment elles allaient pouvoir adapter leur communication. Et bien sûr, il y avait des messages qu'elles avaient l'habitude d'adresser qui n'étaient plus d'actualité et qu'il fallait revoir. Donc c'était plus comment vite, je change ma communication pour être adaptée à la situation. Après, j'ai pas vu tellement finalement de changement de fond, lié au Covid, quoi. Pas spécialement. Après, oui, il y a des accélérations de transformation digitale. C'est plus en fait des changements organisationnels au sein des boîtes que des changements de communication, avec une transformation digitale qui a été évidemment accélérée, des questionnements autour de l'écologie qui ont été un peu accélérés, mais je ne sais pas si c'est tellement lié au Covid, c'est peut-être plus lié à des attentes, des attentes pas des collaborateurs, des consommateurs. Voilà. Justement, on a une petite partie où je voudrais parler d'écologie, voire de croissance, de décroissance, sur le green et l'engagement écologique nécessaire, voire obligatoire. Vous en êtes où? Moi, vous savez que je suis certifié Green IT maintenant. C'est une sorte de spécialité écologique dans le monde de l'informatique. Je sais que chez Avon, on commence à s'engager de plus en plus sur tout ça. L'écologie, quand on a 4 enfants, c'est important quand même de ne pas laisser un monde trop pourri. Quel est votre positionnement sur justement l'écologie, quoi? Il y a 2 choses, c'est-à-dire qu'il y a en tant que professionnel d'un côté et en tant qu'individu de l'autre. Et il faut que ça se rejoigne un peu, enfin, c'est toujours bien quand ça se rejoint quand même, mais c'est pas exactement la même chose. En tant que mère de 4 enfants, oui, bien sûr, parfois j'ai des angoisses sur le monde qu'on va leur laisser. Ça a même été quand même un questionnement pour faire un 4e enfant, parce que déjà, c'est pas très écolo d'avoir plein d'enfants. Donc voilà, mais bon, voilà, nous, on est parisiens sans voiture, on essaye de faire le minimum quand même, de trier, de faire gaffe, mais on ne stresse pas les enfants avec 2050 c'est foutu, parce que sinon de toute façon on ne peut pas vivre. Donc on essaye de trouver les bons curseurs pour garder quand même un minimum d'optimisme, surtout depuis 2 ans, on ne va pas en plus les stresser avec ça. Après, en tant que communicante, c'est compliqué parce qu'on fait un métier qui est quand même consommateur, que ce soit sur la communication digitale, c'est consommateur d'énergie, que ce soit dans notre métier de tous les jours d'aider les marques à communiquer, à vendre plus de produits, parce que c'est quand même ça qu'on fait, ou à mieux se faire connaître. Donc on n'est pas les mieux placés, enfin on est dans un métier qui pousse à la consommation. Donc il y a un hiatus à ce niveau-là. Après, voilà, à part tout arrêter, ne plus rien faire, quels sont les métiers qui ne sont pas en contradiction avec une ligne de conduite très droite en matière d'écologie? Il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut arriver à vivre avec ces contradictions potentielles et à essayer de faire le mieux qu'on peut sans non plus devenir des aficionados un peu extrémistes, parce que sinon on devient schizophrène et c'est pas possible. La semaine dernière, justement, j'ai vu un truc qui m'est apparu comme assez fou. Vous l'avez peut-être vu, je ne sais plus quelle compagnie, mais il y a des compagnies aériennes qui ont continué à faire voler. J'ai noté 18 000 avions à sec
pour garder des créneaux de vol. C'est vraiment un truc de fou. Est-ce que la com ou la pub, est-ce que ça peut servir à contrer au final ces aberrations? Ou alors est-ce que c'est un autre métier, du lobbying ou que sais-je? Est-ce que la com, on peut avoir un engagement là-dessus? On n'est pas là pour dénoncer, mais est-ce qu'on peut avoir un pouvoir là-dessus? Je ne sais pas, aider. Si on a vu cette marque-là d'aviation, peut-être qu'on lui aurait pas conseillé en fait de faire ça. Enfin, je sais pas. Comment on peut agir là-dessus? Ouais, on peut agir. Alors après, je ne vais pas forcément parler de cette compagnie aérienne là, mais en ce moment, par exemple, on réfléchit sur une marque de lunettes. Et cette marque de lunettes, ce qu'elle veut raconter, c'est qu'elle est à fond développement durable, qu'ils fabriquent des lunettes avec le moins de composants possible, que voilà, ils sont à fond là-dedans. Sauf qu'en fait, quand tu creuses, ils n'ont aucune preuve de leur promesse. Les lunettes, elles sont un peu comme n'importe quelle lunette. Et la fabrication des lunettes n'a rien de particulièrement écologique. Donc là, en tant que communicant, moi je pense que notre devoir, c'est de leur dire, quitte à perdre le contrat, hein, de leur dire, écoutez, on va tout faire pour faire connaître vos lunettes et rencontrer votre cible, mais on ne va pas aller sur un discours qui est manifestement faux, sachant que les consommateurs sont de plus en plus éclairés, avertis, éduqués, et de toutes les façons, on ne peut pas les prendre pour des cons non plus, donc ça ne marchera pas. Voilà. C'est là qu'on a un rôle à jouer. Après, je ne vais pas les changer leur circuit de fabrication, quoi. Allez, petite question, pas piège, mais rigolote. Quelle est la marque la plus écolo, en fait, qui propose, je ne sais pas, une solution ou des produits top que vous aimeriez signer là, maintenant? Alors moi, j'aimerais beaucoup travailler pour Patagonia. Ah, j'aime bien cette marque. Voilà, je trouve que c'est une marque chouette qui a réussi a priori à composer entre voilà, ils produisent des produits, enfin ils ont des choses à vendre et une éthique qui est vraiment ancrée portée par la direction et ancrée visiblement dans toute la boîte, et je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Voilà, j'aime bien leur côté aligné. Ok, c'est une belle marque. Moi, ça me va. Il y a du surf, il y a de la montagne. Ça m'intéresse. Ouais, juste pour dire que les consommateurs changent depuis quelques années. Pour ça, on parlait de est-ce que le Covid a changé quelque chose? Je pense qu'il n'a pas modifié les changements de comportement des plus jeunes vis-à-vis de certaines choses qui sont plus sensibles à la diversité, à l'inclusion, à l'environnement. Il y a des jeunes générations qui se servent de ça comme des critères de choix dans leurs actions de consommation derrière ou d'achat de marques, etc. Donc nous, on est là pour connecter les marques à ces gens-là. Donc forcément, on va suivre et on va être vigilant, d'autant que, et ça c'est quand même d'autant que ces publics s'expriment davantage que les publics précédents, avec des moyens d'expression qui sont plus visibles, comme les plateformes sociales par exemple, qui n'existaient pas avant. Du coup, les marques sont quand même aussi contraintes de devoir faire face à des réactions bien plus qu'elles ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Donc je dirais que, et deuxièmement, ces jeunes-là, elles arrivent chez les marques aussi en tant que collaborateurs. Donc elles ont aussi envie de faire évoluer les entreprises dans lesquelles elles travaillent. Donc notre boulot, c'est d'accompagner ce mouvement-là et finalement de servir, de faire changer la société en connectant des marques qui veulent changer à des publics qui sont en train de changer aussi, quoi. Des marques qui veulent changer ou qui sont du coup obligées de changer. Et moi, c'est ce que je trouve assez sympa dans la période qu'on vit, c'est qu'il y a un rapport de force qui s'est quand même un peu modifié et qu'on voit bien que les publics, les consommateurs ont un rôle à jouer un peu politique qui est de plus en plus fort et qui est de plus en plus écouté. Voilà. Ok. J'ai une petite question sur la création de contenu. En fait, Avon produit beaucoup de contenu pour ses clients. Est-ce qu'on n'a pas atteint nos limites là-dessus? Parce qu'on doit toujours créer de plus en plus de contenu, forcément aussi de plus en plus de vidéos. Ça consomme de plus en plus. Est-ce que ça a du sens, tout ça? Est-ce que Avon a une position? Est-ce que vous faites plus de qualité, peut-être moins de support? Est-ce que ça a évolué, en fait, ces pratiques-là, ces dernières années? Nous, on est là, encore une fois,
Ces derniers temps, on a été très orienté sur les réseaux sociaux qui sont des bêtes affamées en contenu. On a en plus du côté des marques qui ont maintenant ces nouveaux canaux pour s'exprimer, des envies de raconter tout ce qu'elles font. Et justement, notre position ces dernières années qu'on appelle moderne sociale, c'est entre autres de ne pas, de définir des histoires que les marques ont envie de raconter et de ne pas forcément se dire qu'est-ce que je fais sur chaque plateforme, parce que ça c'est très consommateur de contenu, mais de se dire quelle histoire je veux raconter et comment cette histoire je la décline, premièrement. Et deuxièmement, de ne pas hésiter à recycler des contenus et à les réutiliser, puisque aujourd'hui les plateformes elles sont massives en termes d'audience et qu'il y a très peu de chances que les contenus soient vus par tout le monde et tous les gens qu'on voulait. Donc il n'y a pas de souci à réutiliser des choses qu'on a déjà faites, à recycler, et donc ça fait créer moins de contenu. Et après, excuse-moi, juste, je rajoute que peut-être un peu malheureusement ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, la baisse du contenu, elle est aussi souvent entendue par les marques, en tout cas celles avec lesquelles on travaille, pas tant d'un point de vue conscience écologique, mais plus pour des raisons d'efficacité, c'est-à-dire qu'on leur raconte et on les sensibilise au fait que sur les plateformes, c'est l'approche média qui va driver la performance et pas l'approche contenu. Donc c'est ça c'est ça aujourd'hui qui les convainc surtout, plus que je vais produire moins pour consommer moins. J'ai une petite dernière question pour faire la transition sur la dernière partie. Aujourd'hui, on parle beaucoup des NFT, du nouveau web, le Web 3, on en parlera un peu après. On sait que tout ça, les NFT, c'est basé sur la blockchain, qui est hyper consommatrice en énergie. On voit que tout le monde est en train de s'engouffrer là-dedans. Est-ce qu'il faut proposer des NFT là, à tous ses clients? Est-ce qu'il faut emmener en fait, les clients vers ce système? L'objectif premier est ça, hein, la blockchain, c'est un protocole qui est hyper intéressant. J'ai l'impression qu'il est en train d'être un peu dévié, en tout cas dans notre boulot on parle que de ça, mais on ne va pas s'en servir pour faire des calculs, enfin on ne va pas utiliser la blockchain intéressante, j'ai l'impression. Est-ce qu'il faut emmener les marques sur les NFT? Encore une fois, notre travail c'est d'emmener les marques vers leur public où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, il y a un développement de nouvelles technologies qui intéressent un grand nombre de personnes et aussi qui commence à intéresser un grand nombre d'entreprises qui se disent qu'il y a une nouvelle économie qui est en train de se jouer. Je pense que c'est quand même un petit peu un recommencement de ce qu'on avait déjà connu il y a très très longtemps avec Second Life, le deuxième monde en France, etc. Sauf que la différence, c'est que maintenant, il y a du monde. Il y a potentiellement il y a du monde connecté, en tout cas, pas encore sur ces univers, mais du monde connecté. Et surtout, il y a des intérêts économiques forts qui font que des grandes entreprises extrêmement puissantes s'intéressent à ce sujet et pour essayer de finalement voir qui sera l'OS des métaverses, qui sera l'outil transactionnel. Et donc, il y a beaucoup plus d'intérêt qu'avant. Du coup, beaucoup plus de gens se positionnent sur le sujet et je pense que nous, on va accompagner ce mouvement parce que pourquoi on a accompagné les marques sur les réseaux sociaux? Parce qu'à un moment donné, les gens qui étaient sur les réseaux sociaux n'étaient plus atteignables d'une autre manière. Ils ne regardaient plus la télé comme on le regardait, ils ne regardent pas le prime time et tout ça. Et si on se projette un petit peu loin, il y a des chances qu'un certain nombre de personnes ne soient plus atteignables sans être sur les plateformes sur lesquelles ils se trouvent. Plateformes, le web, donc ça c'était il y a 20 ans, les réseaux sociaux pour certains aujourd'hui, les jeux vidéo qui sont les prémices, les jeux vidéo qui sont un peu pérennes, qui sont les prémices des métaverses de demain. Et donc nous, notre job, c'est d'accompagner les marques là-dedans. Donc oui, il y a des chances qu'on s'intéresse de manière très pratique à ces nouveaux usages, notamment les NFT. Donc ouais, en effet, sur le Web3, je réinsiste un peu là-dessus. Il n'y a pas de standard. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vécu à l'époque avec l'arrivée du XML, l'arrivée du RSS, qui ont un peu standardisé les protocoles web.
c'est un peu une redite, donc on va devoir s'engouffrer dans ces sortes de gros monopoles métaversés qui vont nous dicter notre business et nos vies perso. La solution, c'est de former des ingénieurs, des développeurs, en fait. On n'est pas capable en France de faire tout ça. Il faut qu'on reprenne la main sur tout ça, sinon on va être coincé. Est-ce qu'on n'est pas vraiment déjà coincé complètement? Est-ce qu'il y a une chance qu'on reprenne la main sur tout ça? Je pense que aujourd'hui, il y a des acteurs, mais massifs, en fait, versus il y a 20 ou 30 ans, qui pèsent trop lourd pour permettre à d'autres d'essayer de changer la donne, je trouve. Donc je pense qu'il faut réguler. C'est la loi qui doit changer ça. Ouais, et il faut réguler et il faut éduquer. Enfin, moi, je crois beaucoup aussi au fait que il y a une histoire de prise de conscience de tout ça, et c'est aussi aux parents d'éduquer les enfants et de les alerter, le mot est peut-être un peu fort, mais de faire que demain ce soit des internautes ou des consommateurs du Web3 qui soient avertis et voilà, une sorte de conscience de ce qui est fait, quoi, et des risques et des enjeux politiques. Après, à part ça, c'est trop gros, quoi. Il faut former les gamins à Python, JavaScript, etc. dès l'école. Vous avez vu, là, il y a Zemmour qui a été interrogé là-dessus hier. Je ne sais pas si vous avez vu. Eh ben, il ne savait pas ce que c'était que Python, JavaScript, etc. Il s'est pris un mauvais buzz. Il faut former dès l'école, en fait, au code. Oui, bien sûr. Ouais. Faut former dès l'école. C'est important. C'est comme une langue, quoi. Non, mais il n'y a pas que le code, il y a aussi d'être un internaute averti et au courant. Nous, il se trouve qu'on fait des études sur les moins de 13 ans et avec Génération Numérique et qu'on regarde un petit peu le niveau d'éducation des plus jeunes, donc les petits 10, 11, 12, sur les comportements toxiques sur Internet, par exemple. Donc là aussi, ça part de là. Mais là, au niveau légal, j'ai cru voir que le harcèlement sur les réseaux sociaux était en train de rentrer dans un cadre légal spécifique et que la loi et le système juridique est aussi en train d'évoluer pour prendre ces nouvelles menaces, les intégrer à l'appareil juridique. Encore faut-il que les grosses plateformes répondent quand il y a parfois des réquisitions judiciaires qui sont faites à Twitter. Très souvent, Twitter ne répond pas, en fait. Donc, c'est aussi, justement, quelque chose qui peut nous dépasser, même si on a des lois. Si les plateformes ne répondent pas, on est coincé, quoi, en fait. C'est ça qui est un peu flippant, je trouve. Là, aux États-Unis, il y a eu, je crois, le premier cas de... Je ne sais plus quel était le terme exact, mais genre d'attouchement sexuel virtuel, donc entre avatars, et de quelqu'un qui a été condamné pour mauvais comportement dans un métaverse. Ouais, j'ai vu ça. Et que c'est pas que du langage. C'est pas du langage, parce que maintenant qu'on aura tous des avatars, on va pouvoir tous faire des gestes. Donc là, voilà, ça va, c'est bien, parce que ça va plus vite que le nombre de personnes qui sont dans les métaverses, quoi. Je me pose cette petite question aussi là en ce moment. Le Web3 permet a priori de décentraliser forcément. Et donc moi, je me demande si c'est pas le retour de petites niches qui un petit peu comme celle qui existait au début du 2.0, des petites plateformes, des blogs avec des communautés puissantes. Moi, c'est ça que j'aimerais bien, mais au final, est-ce que ça va être possible ou alors est-ce que c'est l'audience qui décide de tout? On doit rester sur les mammouths, on ne peut pas avoir des petites communautés. Enfin, je suis un peu nostalgique, c'était celle du début du Web 2, quoi, en fait. Non, mais il y aura Google a joué un rôle crucial dans la découvrabilité des contenus. C'était possible parce que justement les sites web ils opéraient sous certains standards qui pouvaient être parsés par des moteurs qui pouvaient comprendre les contenus qui étaient sur les différents sites. Pour l'instant, j'ai pas vu ça sur la partie métaverse, donc mais ça arrivera. Ça arrivera peut-être, mais ça va être compliqué. Pour l'instant, on part sur des standards différents, des mondes fermés. Ça me fait penser, j'aime bien cette plateforme, à la plateforme les Others, je ne sais pas comment on prononce, mais ça me fait penser à ça. Ils arrivent à très bien se démerder, en fait, cette plateforme. C'est un studio de prod, mais c'est aussi une sorte de magazine. Ils font beaucoup de storytelling. Ils sont sur les réseaux, mais ce n'est pas leur cœur de métier d'être sur les réseaux. Ils arrivent à faire du business
sans être trop a priori sur les réseaux. Ils ont fait une opération de crowdfunding pour un projet qui a atteint les 400%. Je crois que c'est un projet pour répertorier plein d'endroits en France. Ils ont fait une impression. C'est ça que je veux dire aussi par là. Et on peut avoir des petites communautés, des petits projets qui fonctionnent et qui permettent de faire du business, quoi. Mais ça, c'est l'économie des créateurs de contenu. Les others, c'est des créateurs de contenu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le marketing d'influence, le travail avec les créateurs de contenu, déjà, c'est une manière de ne pas passer forcément par les plateformes tant que c'est toléré, mais de passer par des gens qui sont multiplateformes et d'aller toucher des cibles toujours plus engagées. Nous, on pense que si on veut que les communautés s'engagent auprès des marques, qu'il y ait de l'engagement auprès des marques, les marques doivent agir sur des communautés déjà engagées. Et donc, plus on est petit et plus on est niche, plus on va toucher de l'engagement. Donc, il faut trouver le bon mix entre l'engagement et l'audience quand même pour ne pas être anecdotique. Ok. On switch. Avec le no-code, toutes ces plateformes qui sortent en ce moment, les gens progressent sur l'Internet, ils arrivent à construire eux-mêmes des choses. Est-ce que c'est positif ou est-ce que ça va servir à rien? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont au final comprendre ce que c'est que des données personnelles, avoir des esprits un petit peu hackers, ou alors c'est une sorte de couche qui sert à rien et qui ne va pas les faire au final progresser comme il faudrait progresser? Avoir un spirit hacker, faire attention aux données personnelles, etc. Est-ce que ces solutions qui sortent et qui permettent de faire un peu tout et n'importe quoi, elles vont faire progresser les utilisateurs d'Internet? Non, je crois pas. C'est des choses qui donnent, c'est des outils qui donnent accès au plus grand nombre à des outils de production ou de commerce, mais qui les intéressent pas plus à comment ça marche. C'est une sorte de démocratisation. Ça vient pas, je pense qu'ils ne viennent pas jouer ce rôle-là, en fait. Non. Ils viennent jouer le rôle de permettre à de plus en plus de gens, avec de moins en moins de coûts, à faire partie du game sur Internet. C'est comme quand on a vu arriver les générateurs de sites tout faits. C'est pareil, c'est une évolution du même type. Ouais, ça n'a pas fait progresser non, ça n'a pas fait progresser. Le spirit des gens. Ouais. Okay. Bon, on va finir cette partie-là avec la question un peu piège. L'Internet dans 10 ans, dans 15 ans, en termes de liberté, de création, d'utilité. Est-ce que vous avez une vision positive de ce que ça va devenir, neutre, négative, si on se projette, si on essaie de se projeter à 10, 15 ans? C'est loin, mais bon. C'est chaud. Hein. On aura peut-être une plateforme, si on prend à l'extrême de ce qui se passe, une plateforme de virtuel 3D qui propose des contenus de pas plus de 3 secondes à des adolescents qui n'arrivent pas à se concentrer plus que ça. Et donc qui seront même plus immergés, ils seront submergés par des contenus de 3 secondes. Pour l'instant, c'est la tendance que prend Internet, c'est quand même malheureusement pas les contenus les plus longs. Donc des contenus courts, des contenus de plus en plus passifs avec de la vidéo et peut-être demain de l'immersion. Bon, le bon côté quand même, le bon côté. Nous, on a la chance d'avoir 4 enfants et d'avoir tous les âges. C'est qu'on voit nos enfants les plus vieux, donc 15-16, quand même rester connectés à l'actualité et au monde à travers du Hugo Décrypte, à travers du Brut, à travers du Snapchat, beaucoup plus que ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu que le droit de choisir entre acheter tel ou tel quotidien dans un kiosque. Donc, pour les gens qui veulent rester ouverts sur le monde et curieux, il y a quand même plus de solutions qu'à une certaine époque. Donc voilà, je croise les doigts pour qu'on fasse tous des enfants le plus intelligents possible. Ouais, alors pour contredire un petit peu ce que tu dis, c'est vrai. Maintenant, c'est quand même une information qui est très mâchée. Effectivement, ça va être du Snap, du Brut. C'est pas des longues digressions, analyses de fond. Et donc, en fait, ils consomment effectivement plus de sources d'informations, mais ça reste quand même très superficiel. Donc, à voir si... mais est-ce qu'il vaut mieux ça ou pas de source d'information? C'est mieux que rien. Mais est-ce que c'est bien de se contenter du mieux que rien? Je ne sais pas.
Voilà. Et après, pour reprendre ton point de tout à l'heure, non, mais moi je pense que il y aura toujours des espaces de liberté sur Internet. C'est né de ça et je ne vois pas comment à un moment tout pourrait être contrôlé, comment il pourrait ne plus y avoir d'espace de liberté. Tu auras toujours le dark web de demain, je ne sais pas ce que ce sera, mais il existera toujours. Il y aura toujours un contre-pouvoir, parce que c'est vrai Il y aura toujours un contre-pouvoir. Non, puis au-delà de ça, c'est comme un accès, moi je m'en lasse pas une seconde, un accès de dingue à toutes les connaissances. Oui, pour le coup, si tu veux approfondir des choses, tu peux tout apprendre, c'est tellement génial. Si on veut progresser en maths, en physique appliquée, en astronomie, si on veut être meilleur pour fabriquer ses propres objets, pour cuisiner, si on veut approfondir l'histoire, si on veut approfondir l'actu, aujourd'hui, les sources, elles existent et elles sont accessibles à tout le monde. Et ça c'est quand même classe. Ouais, c'est le côté positif. Moi, je suis toujours un petit peu négatif, mais quand on voit ce qui s'est passé sur les dernières élections américaines, ce qui se passe en ce moment avec la poussée de la fake news, du complotisme autour du vaccin, etc., on voit que ça peut avoir des impacts aussi sur la vie de tous les jours, sur la vie politique, etc. C'est plutôt sale en fait, tout ça. Oui, mais l'info reste disponible. Enfin, je veux dire, le contenu sont là quand même. On peut aller les chercher. Tu peux avoir des gens qui sont pas cool et qui vont orienter en fait. L'info est dispo, mais tout le monde n'est pas à niveau, donc il peut y avoir des risques aussi. Oui, mais bien sûr. Mais je sais pas, alors ça remonte à longtemps. Tu prends 14-18, la presse était aussi à raconter n'importe quoi à un moment sur qui était en train de gagner la guerre. Donc l'information, elle peut toujours, quelle que soit sa forme, être dévoyée. Et je pense qu'après, c'est effectivement de la responsabilité de chacun. Mais on rejoint le point de l'éducation, parce qu'encore faut-il que la personne et les personnes aient les armes, et les armes intellectuelles pour pouvoir décortiquer ce qui est vrai ou faux. Yes. Bon, allez, on a fini cette partie. On a bientôt fini. Sophie, c'est pour toi, là. Tu es dans l'AACC depuis quelques mois. J'ai bien prononcé, AACC. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu faisais là-bas, quel mandat tu avais, est-ce que tu répands le bien sur nos métiers là-bas, pourquoi tu as voulu t'engager là-bas et quel est ton mandat, qu'est-ce que tu as décidé de faire bouger là-bas, si tant est que tu dois faire bouger des choses. Alors, effectivement, je suis vice-présidente de la délégation digitale de l'AACC depuis quelques mois maintenant. C'est quoi l'AACC ? Alors, l'AACC, c'est, on va dire, pour simplifier, le syndicat des agences de com. Voilà, donc il y a plusieurs délégations. Il y a la délégation pub, il y a la délégation shopper expérience. Enfin bref, je ne vais pas toutes les faire, mais il y a une délégation digitale. Donc, je suis vice-présidente de cette délégation et donc Even fait partie de la délégation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour le coup, c'est un peu lié au Covid. C'est-à-dire que ces 2 années, elles nous ont quand même changé, tous en tant qu'individus et dans nos vies professionnelles. Et j'avais toujours refusé de faire partie de la ACC parce que pour moi, c'était au sein de ce syndicat, j'avais le sentiment que c'était que de l'entre-soi, de gens qui se regardaient le nombril et que ça n'avait pas grand intérêt. Donc il y avait une histoire d'un peu d'orgueil mal placé. Et avec cette crise sanitaire, je me suis dit qu'en tant que chef d'entreprise, que dirigeant d'agence, on avait forcément des problématiques en commun et qu'à un moment, il y avait une histoire quand même d'intelligence collective, on se posait des questions communes et que peut-être on y répondrait plus facilement en mettant bout à bout nos réponses et en apprenant les uns des autres. Donc j'ai voulu rejoindre la ACC, enfin que Even rejoigne la ACC, et quitte à faire les choses, autant les faire à fond, donc j'ai pris un mandat. Et après, je ne regrette pas, je trouve que c'est très intéressant que justement on apprend effectivement des autres. Ça questionne, ça permet de se remettre en question. Après, dans ce qu'on a l'intention de faire, mais c'est pas évident parce que qu'il y a plus de 50 agences dans la délégation digitale, donc c'est un gros truc à faire bouger. Mais dans les points spécifiques qu'on s'est fixés sur cette année, c'est de se questionner, tu parlais de créativité, de se demander ce qu'est la créativité digitale. Quand on parle de
de digital. On parle aussi, pas que, mais de créativité. C'est quoi cette créativité digitale? Est-ce qu'on peut la définir? Donc ça, c'est une de nos questions. Il y a la question de l'écologie que j'aimerais qu'on adresse un peu plus parce que j'ai un peu du mal à... on est quelques-uns à avoir ce sujet qui nous intéresse, mais ça n'intéresse pas forcément tout le monde, donc il faut qu'on arrive à embarquer là-dessus. Des noms. Non. Et puis, bien sûr, on est tous à discuter aussi des nouvelles façons de travailler, de comment on manage à distance, de comment on arrive à créer un projet quand on n'est pas tous rassemblés, comment on arrive aussi à engager les salariés, parce que ces 2 ans, ça a quand même créé un peu de fatigue. Et c'est parfois un peu plus difficile de garder les gens engagés, et on ne peut pas leur reprocher, c'est quand même pas simple ce qu'on vit. Voilà, donc c'est un peu ça les questions. Ok, intéressant. Et ça dure jusque quand? Tu y es jusque quand? C'est renouvelé chaque année, ces mandats? Alors si je dis pas de bêtises, c'est pour 2 ans, et puis après on se représente ou pas. Voilà. D'accord, ok. Bon allez, on a quasiment fini. Il me reste une question au final. Il y a les élections qui arrivent. Ça vous stresse? Est-ce que ça stresse le business, les élections présidentielles? On nous sort souvent ça. C'est une légende que ça stresse le business ou ça stresse vraiment le business? Et si oui, pourquoi? Effectivement, on dit que ça stresse le business. Après, en ce qui concerne Even, les dernières élections présidentielles, on a fait une très bonne année, hein, donc à voir si ça se renouvelle ou pas. Non, mais en revanche, ça crée de l'incertitude. Nous, on a la chance de travailler pour des grands groupes. Les grands groupes voilà, ont des actionnaires. Nous aussi, on a des actionnaires. Ça crée de l'incertitude parce qu'on voit bien chez les marques qu'on accompagne que c'est beaucoup plus compliqué pour les boîtes aujourd'hui de s'engager sur des périodes longues. On voit bien que là où avant on avait des contrats pluriannuels, maintenant on a des contrats d'1 an ou de 6 mois. Les annonceurs ont moins la latitude ou moins envie de s'engager sur des durées longues. Donc c'est une des conséquences de la crise sanitaire. Et quand là-dessus on rajoute une dimension électorale, ça amplifie l'incapacité des annonceurs à se projeter, quoi, parce qu'ils ne savent pas ce qui va advenir. Donc c'est en ça que ça crée un peu d'incertitude. Après, nous, on a l'intention de rester optimiste. Ça fait 2 ans que tout le monde galère. Il faut rester optimiste, garder le sourire. Et les élections, ça ne va pas changer cet état d'esprit. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Enfin, on va rester en République, normalement. Enfin, tout va bien se passer. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi ça peut vraiment avoir un impact, quoi. On ne va pas changer de modèle, passer en dictature. Ça ne va pas changer a priori grand-chose. Hein, donc voilà. Ok, on a fini. Je vais vous laisser dernier mot. Enfin, je vous remercie beaucoup d'être venu à Lille. Ça y est, vous connaissez un petit peu le Schnorr. Et je vous remercie beaucoup. Merci à toi, à vous. Merci Steph. Je pense qu'on est un peu proche pour la distanciation sociale. Mais... Ok, à bientôt Sophie et Arthur. Merci beaucoup.